que disiez-vous, que répondez-vous à ceux qui disent qu'il y a plein de conflits dans le monde, mais que comme par hasard, vous intéressez surtout à celui-là? Est-ce que c'est parce qu'il y a des juifs en face sur le critère de sélectivité par rapport au conflit? Pourquoi on parle de Palestine et pas du Soudan, par exemple, qu'on entend aussi souvent comme argument? Oui, on entend ça, mais ceux qui... C'est drôle parce que c'est des gens comme BHL, tout ça, qui vont dire ça, que oui, mais je parlerai des atrocités à Gaza, enfin ils disent pas atrocités, parlerai de ce qui se passe à Gaza si telle personne est allée défiler dans la rue pour telle cause, d'accord, mais pourquoi lui ne va pas déjà défiler puisqu'il se prétend universaliste, donc intéressé par toutes les causes, pourquoi tout à coup lui-même, par exemple BHL, sur Gaza, il va rien dénoncer, c'est quand même extrêmement curieux. La vérité, c'est qu'il y a énormément de conflits dans le monde, vous en savez quelque chose, Pascal, puisque vous êtes un spécialiste de ces questions, et ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas, en tant qu'individu, s'intéresser avec les mêmes acuités, avec les mêmes précisions à chacun de ces conflits. Premier sujet. Comment on fait des choix? Ces choix, ils s'imposent à vous d'une certaine manière. Et il se trouve que le génocide qui s'est déroulé pendant 15 mois à Gaza, il s'est imposé à nos consciences, me semble-t-il, parce qu'il y avait sur tous les aspects de cette guerre des choses qui sont complètement inédites en termes d'intensité, en termes de gravité, en termes de nombre d'enfants tués, de nombre d'enfants handicapés. Toutes les études le disent, on n'a jamais vu autant d'enfants tués en si peu de temps sur un tout petit territoire. Des enfants visés délibérément, des enfants aujourd'hui handicapés, des enfants rendus orphelins. Et puis, on n'est pas dans une guerre civile, dans un pays où on pourrait considérer que notre implication en tant que, par exemple, que Français, eh bien, elle est plus compliquée, en tout cas, pour permettre une résolution immédiate de ce conflit. Nous, en tant que Français, en tant qu'Occident, on est directement mêlés à ce qui se passe. Puisque Israël est censé être la pointe de l'Occident dans cette région du monde, est censé être une démocratie qui porte les mêmes valeurs que nous, et que ce sont nos armes, les armes occidentales, les armes américaines notamment, qui permettent la réalisation de ce génocide. Et que c'est notre inaction, c'est notre silence à nous. On a une influence, on peut directement dire non, on arrête, on peut suspendre l'accord d'association économique entre l'Union Européenne et Israël, on ne le fait pas. On peut mettre en place des sanctions pour dire qu'on n'est pas d'accord. On aurait pu... Ce qu'on a fait pour le Soudan ou pour la Russie. Absolument. On aurait pu également mettre en place un dispositif particulier pour les Jeux Olympiques, pour dire on va appliquer aux athlètes israéliens ce qu'on applique aux athlètes russes et biélorusses. L'obligation de concourir sous bannière neutre, par exemple. Et on n'a rien fait. Et puis une fois de plus... Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Aymeric Caron prend la parole pour exprimer son engagement ferme en faveur de la cause palestinienne et contre les crimes qu'il attribue au gouvernement israélien à Gaza. À travers ces mots, il dénonce avec force la violence disproportionnée des actions militaires israéliennes, soulignant les souffrances infligées aux civils palestiniens, en particulier à Gaza, une région déjà marquée par une pauvreté extrême et un blocus sévère. Pour Caron, cet engagement n'est pas seulement une question politique, mais avant tout une question de droits humains, de dignité et de justice. Il critique ouvertement l'impunité dont bénéficie Israël sur la scène internationale, dénonçant le soutien aveugle de certaines puissances occidentales qui, selon lui, ferment les yeux sur les violations des droits humains commises dans le cadre de ce conflit. Dans une société où la question israélo-palestinienne est souvent traitée de manière biaisée, Aymeric Caron fait le choix de parler de Gaza non pas à travers un prisme manichéen, mais en mettant en lumière les réalités de la situation, avec un objectif clair, sensibiliser l'opinion publique et pousser à un changement dans les politiques internationales face à l'injustice qui perdure. Son discours, profondément humaniste, se veut un appel à la solidarité, à la prise de conscience collective et à la mobilisation pour une paix juste et durable dans cette région. Il se trouve que ce qui est infligé aux Palestiniens est une injustice absolue. Depuis octobre 2023, mais bien avant, évidemment. Et donc, c'est simplement que quand il y a une injustice flagrante qui se déroule sous mes yeux, il me paraît juste évident de la dénoncer, surtout lorsque cette injustice est invisibilisée par la majorité médiatique et politique en ce qui concerne aujourd'hui les souffrances des Palestiniens. Vous êtes plutôt minoritaire, ça vous attire du soutien, mais aussi beaucoup d'ennuis. Vous avez reçu des menaces de mort sur vous, sur votre famille. Votre permanence a été plusieurs fois vandalisée. Vous vous dites pas, comment expliquez-vous finalement que si les choses sur la justice, etc., sont si fortes, pourquoi êtes-vous si peu à brandir et à s'investir sur cette cause? C'est une bonne question.
D'abord, je pense que depuis 15-16 mois maintenant, il y a des révélations qui sont en train d'être faites. C'est-à-dire que il s'est passé quelque chose depuis octobre 2023 qui est nouveau, me semble-t-il, en tout cas dans la manière d'appréhender le Proche-Orient, mais de manière beaucoup plus générale et globale. Notre rapport à la vérité des faits, notre rapport à la morale, notre rapport à l'éthique, des choses qu'on découvre, même quand, comme moi, on a dépassé 50 ans, on a traité de différentes questions dans sa vie, notamment parce qu'à un moment j'ai été grand reporter et donc j'ai parcouru aussi le monde et j'ai traité des questions internationales sur le terrain. Et ben on arrive encore à être surpris quand même aujourd'hui par ce qui se passe et notamment par ce silence. Comment l'expliquer? Alors évidemment la peur déjà de beaucoup de personnes qui vont peut-être venir nous dire en privé, je suis d'accord avec toi, mais qui vont avoir du mal à l'exprimer publiquement, parce que tout simplement, vous le savez, parce que sur la question du Proche-Orient, il y a une stratégie qui a été mise en place par la droite et l'extrême droite israélienne depuis des décennies maintenant, et qui a été reprise par un certain nombre de relais ici en France, et qui consiste, cette stratégie, à traiter d'antisémite toute personne qui émettra une critique à l'égard de la politique israélienne. C'est très désagréable de se faire traiter d'antisémite, surtout quand on ne l'est pas, quand on s'est toujours battu toute sa vie contre toutes les formes de racisme, y compris l'antisémitisme évidemment, on ressent ça comme une injustice énorme que tout à coup d'être accusé de quelque chose qui ne vous ressemble pas et qui est contraire absolument à vos valeurs. Puis au-delà de l'inconfort que vous pouvez éprouver, il y a évidemment tous les ennuis qui en découlent. Parce que quand vous êtes identifié comme étant une personne problématique, pas nette, bah évidemment vous pouvez avoir des ennuis professionnels, bon. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se sont tus par peur, avec une pression énorme qui a été mise sur les personnes qui auraient eu la tentation de s'exprimer. Ça m'a surpris quand même, parce que ce qui s'est passé à Gaza depuis octobre, enfin, semblait quand même relever d'une forme d'évidence en ce qui concerne la barbarie qui s'y déployait, et ça me semblait donc assez logique que les voix qui dénoncent ce qui se passe là-bas soient nombreuses. Eh ben non. Apparemment, nos valeurs morales, ici en France et en Occident en général, ne sont pas aussi élevées qu'on l'a longtemps prétendu. On accuse souvent la France insoumise d'être ambiguë par rapport au terrorisme, d'être ambiguë par rapport au 7 octobre. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je ne pense pas. Je pense que le sujet du Proche-Orient est extrêmement sensible, que chaque mot est pesé, chaque mot est analysé. Il y a énormément de mauvaise foi également dans l'interprétation des propos des uns et des autres. En ce qui me concerne, je vois absolument pas d'ambiguïté dans la pensée insoumise sur ce sujet, n'étant pas moi-même insoumis, un allié des insoumis, je n'ai pas de reproche à leur faire de ce côté-là. Et pour ce qui est de mon expression propre, je crois qu'il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté. J'ai dénoncé dès le lendemain du 7 octobre l'horreur que m'inspiraient ces attaques terroristes perpétrées par le Hamas et d'autres groupes. J'ai jamais vu... Enfin voilà, donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'instrumentalisation des attentats du 7 octobre pour essayer de discréditer un groupe politique qui pose problème aujourd'hui à beaucoup de gens parce qu'ils sont puissants, c'est une offre alternative au macronisme, à la droite, et que donc il faut essayer de les discréditer au maximum. Il y a aussi comme argument qui vous est souvent posé, c'est que vous faites de l'électoralisme, c'est-à-dire que vous faites la chasse aux voix musulmans. Est-ce que vous pensez que cette question, vous n'êtes pas vous-même musulman, est-ce que la question du Proche-Orient intéresse avant tout les musulmans ou pas? La question... En tout cas, moi, je ne me suis jamais posé la question, lorsque je m'exprime sur ce sujet, de savoir qui je vais toucher. Lorsque je m'exprime, j'espère toucher le maximum de personnes, indépendamment de leurs croyances religieuses. Là encore, c'est même, me semble-t-il, une analyse raciste que d'aller imaginer qu'il y aurait des expressions politiques à destination de certains publics qui seuls pourraient être sensibles à ce sujet parce que musulmanes. Donc on serait dans une question religieuse, donc, alors qu'on est, en ce qui concerne Israël et la Palestine, dans une question coloniale en premier lieu. Donc c'est absolument ridicule. Le fait que des populations françaises qui sont par ailleurs musulmanes soient particulièrement sensibles à ce sujet, oui, ça me semble quelque chose de tout à fait exact, et ça s'entend, ça se comprend. Mais elle a imaginé que des
des hommes et des femmes politiques prendraient des positions en se disant « je suis en train de penser aux voix que je peux gagner », enfin je suis désolé, mais il me semble plutôt que aujourd'hui se positionner pour les droits des Palestiniens crée, comment dirais-je, un tel marasme médiatique autour de vous avec les pires accusations que ça peut aussi être au contraire quelque chose qui vous fait perdre des voix. Et que disiez-vous, que répondez-vous à ceux qui disent qu'il y a plein de conflits dans le monde, mais que comme par hasard, vous intéressez surtout à celui-là, est-ce que c'est parce qu'il y a des juifs en face sur le critère de sélectivité par rapport au conflit? Pourquoi on parle de Palestine et pas du Soudan, par exemple, qu'on entend aussi souvent comme argument? Oui, on entend ça, mais ceux qui... C'est drôle parce que c'est des gens comme BHL, tout ça, qui vont dire ça, mais oui, mais je parlerai des atrocités à Gaza, enfin ils disent pas atrocités, parlerai de ce qui se passe à Gaza si telle personne est allée défiler dans la rue pour telle cause, d'accord, mais pourquoi lui ne va pas déjà défiler puisqu'il se prétend universaliste, donc intéressé par toutes les causes, pourquoi tout à coup lui-même, par exemple BHL, sur Gaza, il va rien dénoncer, c'est quand même extrêmement curieux. La vérité, c'est qu'il y a énormément de conflits dans le monde, vous en savez quelque chose, Pascal, puisque vous êtes un spécialiste de ces questions, et ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas, en tant qu'individu, s'intéresser avec les mêmes acuités, avec les mêmes précisions à chacun ses conflits. Premier sujet. Comment on fait des choix? Ces choix, ils s'imposent à vous d'une certaine manière. Et il se trouve que le génocide qui s'est déroulé pendant 15 mois à Gaza, il s'est imposé à nos consciences, me semble-t-il, parce qu'il y avait sur tous les aspects de cette guerre des choses qui sont complètement inédites en termes d'intensité, en termes de gravité, en termes de nombre d'enfants tués, de nombre d'enfants handicapés. Toutes les études le disent, on n'a jamais vu autant d'enfants tués en si peu de temps sur un tout petit territoire. Des enfants visés délibérément, des enfants aujourd'hui handicapés, des enfants rendus orphelins. Et puis, on n'est pas dans une guerre civile, dans un pays où on pourrait considérer que notre implication en tant que, par exemple, que Français, eh bien, elle est plus compliquée, en tout cas, pour permettre une résolution immédiate de ce conflit. Nous, en tant que Français, en tant qu'Occident, on est directement mêlés à ce qui se passe. Puisque Israël est censé être la pointe de l'Occident dans cette région du monde, est censé être une démocratie qui porte les mêmes valeurs que nous, et que ce sont nos armes, les armes occidentales, les armes américaines notamment, qui permettent la réalisation de ce génocide. Et que c'est notre inaction, c'est notre silence à nous. On a une influence, on peut directement dire non, on arrête, on peut suspendre l'accord d'association économique entre l'Union européenne et Israël, on ne le fait pas. On peut mettre en place des sanctions pour dire qu'on n'est pas d'accord. On aurait pu... Ce qu'on a fait pour le Soudan ou pour la Russie. Absolument. On aurait pu également mettre en place un dispositif particulier pour les Jeux Olympiques, pour dire on va appliquer aux athlètes israéliens ce qu'on applique aux athlètes russes et biélorusses. L'obligation de concourir sous bannière neutre, par exemple. Et on n'a rien fait. Et puis une fois de plus, les raisons sont multiples dans le fait de parler en particulier de ces atrocités-là. C'est parce que j'ai pas souvenir, même en tant que journaliste, d'avoir vu des atrocités aussi précisément documentées chaque jour, sur les réseaux sociaux en l'occurrence, pas sur nos télévisions, on en reparlera peut-être. Chaque jour, depuis octobre 2023, nous sont parvenues les images de l'horreur, les images de ces enfants écrabouillés, de ces enfants martyrisés, de ces enfants amputés qui arrivent dans des états absolument déplorables aux urgences, avec parfois la tête coupée en deux, enfin des choses absolument atroces. Tout ça, on l'a vu tous les jours. Des vidéos qui arrivaient parfois par dizaines chaque jour. Donc on ne peut pas rester silencieux. Donc ce sont les atrocités les plus documentées du XXIe siècle. Donc évidemment on en parle, puisqu'une fois que c'est devant nous, on n'a plus de choix en tant qu'être humain qui prétend avoir des valeurs morales. Soit on détourne le regard, ce que beaucoup ont fait, soit on se tait, on le voit mais on se tait, soit on le dénonce. Et ça me semble une évidence d'humanisme basique que de dire regardez cette horreur et faisons tout pour que ça cesse. Depuis que le conflit a redémarré, depuis un peu qu'on a enterré ou mis de côté les espoirs nés des accords d'Oslo, moi j'ai un peu le sentiment que quelque part il était finalement plus facile d'avoir une voix critique par rapport à ce que faisait Ariel Sharon au début de ce siècle,
que de ce que fait Netanyahou et que l'accusation d'antisémitisme, si elle était déjà sortie il y a 25 ans, l'est encore plus vivement aujourd'hui. Est-ce que, vous partagez ce sentiment? La situation se dégrade et il devient plus difficile d'apporter des voix critiques sans être soi-même soumis à des problèmes. Et comment pourrait-on l'expliquer alors? D'abord, c'est une stratégie, elle a été documentée par des spécialistes de l'histoire d'Israël, l'histoire des partis politiques israéliens, qui disent que c'est une stratégie, comme j'expliquais tout à l'heure, très consciente d'une frange de la classe politique israélienne consistant à traiter d'antisémites, parfois même des juifs eux-mêmes, qui auraient la haine d'eux-mêmes, qui sont trop critiques, ou qui sont critiques tout simplement des politiques mises en place par les gouvernements successifs israéliens. Donc c'est une stratégie tout à fait consciente, qui est de Mais j'ai l'impression qu'elle marche mieux maintenant qu'il y a 25 ans. Ouais, vous avez raison. Mais, en effet, peut-être qu'après l'échec d'Oslo, il y a des équipes politiques qui se sont inversées, la radicalité qui a pu s'installer tranquillement en Israël, et qui a en plus des relais puissants en France, cette radicalité, ce camp de la guerre, ce camp qui ne veut pas de la solution à deux États. Et c'est vrai que moi j'étais surpris parce que ça fait à peu près 10-15 ans qu'il est devenu en France quasi impossible d'émettre une critique, et c'est vrai que adolescent, moi il me semblait que c'était un sujet, je me souviens du chanteur Renaud par exemple, ça dans ses chansons, il portait des t-shirts Palestine, ça choquait personne. C'était normal de parler des droits des Palestiniens, des droits bafoués, des droits à reconquérir. C'était normal de dire que on était scandalisé que les résolutions de l'ONU ne soient pas respectées par Israël. C'était normal de dire qu'Israël était un État colonisateur, ce qu'il est de fait. Et effectivement, il y a toute une mécanique politique qui s'est mise en place aujourd'hui qui rend l'analyse du sujet extrêmement compliquée à avoir de manière publique en tout cas. Vous avez été plusieurs fois menacé très, très concrètement. Est-ce que vous pensez que vous êtes quand même parlementaire? Est-ce que vos collègues parlementaires, même s'ils ne partagent pas vos positions, ont eu une attitude de soutien lorsque vous étiez mis en cause comme parlementaire? Est-ce que vous avez une protection policière? Est-ce que vous avez des mesures pour vous protéger? Est-ce que vous pensez que la réponse à apporter aux menaces que vous avez reçues pour avoir rempli votre mission de parlementaire sont à la hauteur des enjeux? Non, il n'y a eu absolument aucune forme de solidarité, à part évidemment de députés du même groupe que moi, mais sinon il ne s'est absolument rien passé. Ma permanence, je crois, a été dégradée 10 fois, je crois, en l'espace de 10 mois. Donc, à un moment, c'était même systématique. Elle était abîmée, on l'a réparée, et la semaine d'après, elle était à nouveau attaquée. Et on a retrouvé les auteurs Ah oui, alors pas tous, mais on en a retrouvé certains qui viennent d'être condamnés. Enfin, 3 d'entre eux ont été condamnés pour 2 faits, 2 des 10. Mais et puis on est toujours en train de chercher pour d'autres. Mais et la police fait sérieusement son travail d'investigation? Il me semble. En tout cas, moi je sais qu'en ce qui concerne les menaces, il y a plusieurs condamnations, là aussi, qui sont tombées, de gens qui m'avaient menacé. Il y a d'autres affaires qui sont en cours aussi. Donc oui, là je dois reconnaître que oui, la justice avance. La justice fait son travail, sachant que c'est compliqué parce que des menaces et des insultes, parce qu'on peut également faire condamner quelqu'un pour insulte publique, un genre public, mais ce sont des milliers. Donc on ne peut même pas tout transmettre à la justice. En fait, on est aussi face aujourd'hui à des phénomènes que la justice, que la police ne peuvent pas gérer en termes de quantité, de masse, en raison des réseaux sociaux qui permettent à n'importe qui de vous menacer ou de vous insulter. Donc moi-même, je ne peux pas porter plainte contre tout le monde, donc je suis obligé de faire des choix. J'ai essayé de choisir, quand on porte plainte avec mes avocats, on va essayer de dire, ok, on cible quelqu'un, on ne prend pas quelqu'un qui a 10 followers, quoi. Sauf si vraiment la chose est beaucoup trop grave, c'est dans la précision de la menace qui est exprimée. Mais sinon, on est obligé de se concentrer sur quelques cas emblématiques. En ce qui concerne ensuite la solidarité politique, elle a été inexistante, avec aucune réaction d'aucun député, d'aucun élu, d'aucun groupe, sauf peut-être au bout de la 8e ou 9e dégradation, où 1 ou 2 députés, peut-être de macronistes, ont écrit un mot sur mes réseaux, mais c'était quand même très, très limité. Et puis la mairie de Paris, la présidente de l'Assemblée... Voilà, rien de la mairie de Paris, la présidente de l'Assemblée, absolument rien non plus. C'est l'indifférence totale. Ouais.
Mais il fut un temps où quand même il y avait un peu plus. Est-ce que vous avez l'impression que, notamment sur ce sujet, les choses sont tellement clivées que les gens qui ne partagent pas la même analyse sont incapables de se parler? J'en sais rien. Moi, en tout cas, je parle à tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui ne vous Mais- adressent plus la parole ou qui sont incapables d'un geste? Je veux dire, vous êtes parlementaire, votre permanence est dégradée, donc c'est quelque part la République qui est en cause. Bien sûr. Donc normalement, on devrait y avoir un élément de solidarité, quelles que soient vos opinions. Oui, puisque je pense qu'à partir du moment où on décide que le dialogue est rompu et que ce sera simplement la violence qui sera le moyen d'expression d'un désaccord, alors effectivement, c'est la République qui est en danger. Et si c'est ça la question que vous me posez, oui, je constate qu'en effet, les personnes qui sont garantes de la qualité du débat public, beaucoup d'entre elles ne font pas leur job. Ne font pas leur job et laissent le débat dégrader en laissant les violences subvenir, que ce soit des violences, des dégradations sur une permanence, que ce soit des insultes, que ce soit le fait de ne pas s'assurer tout à fait que la personne dont on sait qu'elle est menacée soit suffisamment protégée en cas d'agression dans la rue, etc. C'est fait exprès. J'en suis absolument persuadé. Au-delà du fait que je peux comprendre aussi on le sait très bien que la police a des moyens qui sont malheureusement insuffisants pour beaucoup de ses missions, et ça concerne notamment aussi la protection des personnalités. Mais on l'a bien vu dans les discours, dans les expressions qu'auraient pu avoir certaines personnes qui avaient la volonté de laisser tout ça s'enliser. Et que pourquoi pas même certaines personnes qui pourtant avaient des fonctions qui les obligeaient, se réjouissaient du fait que des gens avec mes opinions soient ciblés. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez une première carrière de journaliste, vous êtes venu à la vie politique, fonctionnelle en tant qu'élu, plutôt dans une deuxième partie de votre carrière. Quel regard vous portez sur le traitement médiatique en France des événements au Proche-Orient et notamment de la guerre entre Israël et la Palestine? C'est un traitement qui est absolument scandaleux. Je n'ai jamais vu ça. À ce point-là? Oui, à ce point-là, ayant été reporter, ayant traité des sujets internationaux, ayant couvert des conflits, je me suis rendu en Israël aussi, j'ai à peu près une bonne notion de ce que peut être la couverture équilibrée d'un événement. Quand il y a deux camps qui s'affrontent, et qu'ils ont deux points de vue qui s'opposent, et des motivations diverses, je vois à peu près comment on fait pour essayer, avec un minimum d'honnêteté, de rendre compte des événements. Et là, ce que je vois, moi, actuellement, est absolument scandaleux. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie de journaliste. C'est aussi le journaliste, d'ailleurs, qui s'exprime dans mes publications sur les réseaux sociaux ou dans des médias. C'est que je suis outré par le traitement qui est fait des événements au Proche-Orient, qui est complètement unilatéral. C'est vraiment la politique du deux poids, deux mesures. Très clairement, la vie d'un enfant palestinien vaut moins aujourd'hui dans les médias que la vie d'un enfant israélien, alors que toutes les vies se valent, bien évidemment. Il y a une déshumanisation complète d'un peuple. Il y a un parti pris qui est absolument scandaleux. Beaucoup des images que moi j'ai diffusées sur mes propres réseaux sociaux sont des images qui étaient à la disposition de tous les médias et qui auraient pu les diffuser dans les journaux de France Télévisions ou sur les chaînes info. Mais non, c'est des images qui ont... Je parle là des images des victimes, des conséquences des bombardements, etc. Non, c'est des images, vous avez bien vu, qui... En conclusion, l'engagement d'Aymeric Caron en faveur de la cause palestinienne et son appel à la solidarité avec Gaza résonnent comme un cri de justice face à l'indifférence et à l'impunité dont bénéficie Israël dans le cadre de ses actions à Gaza. À travers ses prises de position, Caron nous invite à ne pas détourner le regard, à refuser la banalisation de la souffrance humaine et à remettre en question les rapports de force internationaux qui permettent la perpétuation de cette violence. Son discours s'articule autour d'une vision humaniste et pacifiste, où les droits des civils palestiniens ne peuvent être ignorés au nom d'intérêts géopolitiques. En dénonçant la disproportion des frappes israéliennes et le blocus de Gaza, il met en lumière les conditions inhumaines imposées à une population déjà fragilisée, et plaide pour un changement de paradigme dans les politiques internationales qui ont trop longtemps permis la continuation de ce cycle de violence. À travers cette réflexion, Caron souligne aussi l'importance de la responsabilité collective et du rôle des citoyens dans la défense des droits humains. Son appel à la mobilisation ne se limite pas à un simple discours, mais cherche à ouvrir un espace de dialogue pour qu'un véritable mouvement de solidarité prenne forme. En soulignant les hypocrisies et les dérives des grandes puissances, il exhorte chacun de nous à faire entendre sa voix pour qu'enfin, la justice, la dignité et la paix prévalent dans cette région meurtrie. Son engagement contre l'injustice et pour la cause palestinienne n'est pas un simple soutien politique,
mais l'un appelle à l'humanité, à la solidarité internationale et à un futur où la paix entre les peuples serait enfin possible.